Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Je suis Hélène et en compagnie de... Mélanie, hello! Hello! Comment ça va? Salut les bins! Allô les bines! On est belle belle humeur aujourd'hui. Oui! Sachez que bébé Angela est de retour en studio aujourd'hui. Oui, à côté de moi. Oui. Et bébé, elle, est couchée pour Elle est l'instant. couchée. On va toucher du bois. Elle est couchée, adore-tu? On sait pas. On sait pas. Elle est couchée. On vous avertit, gazouille de bébé à venir. Oui. Pour cet épisode. Oui, alors là, on est... Je pense que c'est lundi 3 octobre que cet épisode-là sort. Alors, n'oubliez pas d'aller voter, gang. C'est pas fait. Oh oui! Hein? Pas trop C'est tard. vrai, c'est aujourd'hui. C'est important. C'est bien important. Allez-y. Vite important. Ah, c'est quand même fatigant. Sinon, c'est quoi nos nouvelles? On est allé... Hey, on est allé au Festipod. Oui, Moi, on dit que c'était le fun. c'était vraiment le fun. On a Ouais. vu prestations de distorsion. Ouais, Et, des filles de Un peu de crème dans ton café. Oui. C'était super divertissant. Vraiment C'était vraiment cool. le fun. Puis on a vu nos amis podcasteurs aussi. Oui! Alors, juste un petit rappel, là, si vous avez tout binge écouté nos épisodes, See what you did there! ben n'oubliez pas qu'il y a d'autres podcasts québécois De très true bons. Donc, crime, ceux qu'on ouais. vient de dire, Distorsion, Un peu de crime dans ton café. Il y a Les Petites Frousses aussi. Oui, qui sont venus de Québec. Oui. Ben, 2 des 4, je crois. Ouais, ils sont venus de Québec pour au Festipod. C'est Ils sont bien bon trop monde. cool. Ouais. Puis, qui y a d'autres captives? Captive, Oui. il y a des filles de Captive. Il y avait... j'allais dire son nom, mais... 911 Behind the Scenes. Je sais pas si elle a Oui. dit son nom. Elle a dit Je pense qu'elle a dit ça. Oui, elle a dit. parce qu'elle est Mariette, répartitrice, pour ceux qui connaissent pas son podcast, là, elle est répartitrice Au 911. au 911. Fait qu'elle raconte des histoires là-dessus. Je sais Elle n'a pas le droit de si dire où elle travaille, mais elle a dit son nom. OK, ça. Ouais. En tout cas. Fait que, Puis, bref. tout attends, ça il y a à d'autres écouter. mondes qu'on a vus aussi? Non, c'est tout. Non, qu'on en oublie un. Non. Captive. Il y a pas de crème dans ton café. Distorsion. 911 Behind the Scene. Il y en avait 5, il en manque un. Les petits trous. Les petites frousses. Ah, on l'a dit. Ouais, OK, c'est bon. ouais. Sorry. En tout cas, bref, on a rencontré la communauté True Crime de Montréal. Ben du bon monde. On a eu vraiment du fun. On est allé prendre une petite bière après. Ouais. Manger des burgers. Honnêtement, c'est vraiment cool, la Ouais. communauté True Crime à Montréal. Là. Ouais, vraiment une belle communauté. Ouais. Fait qu'on est vraiment content de les avoir rencontrés et de nouveaux projets à venir parce que il y a, pour ceux qui n'ont pas pu aller au Festipod, en fait, le Festipod, on l'a même pas dit c'était quoi. C'est un festival de podcasts qui a Ouais. été organisé à la Maison de la Culture de Hochelag. Mhm. Et en fait, il y avait certains podcasteurs qui avaient été sélectionnés, puis ils enregistraient un podcast live devant le public. Ouais. Donc, nous, on assistait à ça. C'est vraiment intéressant. Et Il y c'est aurait ça, puis il y en peut-être a... des possibilités d'enregistrer des podcasts live Ouais, c'est ça, à plus tard partir cette de... année, Ouais, c'est ça. ben, l'année prochaine. Ouais, au peut-être. début de l'année prochaine, je pense qu'ils nous parlaient. Fait que nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Ouais. Fait qu'on va vous tenir au courant si jamais ça vous tenterait de venir nous voir Mhm. live. Ben oui. Je sais pas si C'est on... Ça qu'on serait bonne, là. Moi, On je est pense dû qu'on pour la serait scène, bonne. là. On Ouais. est fait pour ça. Ah ouais. Genre, on voyait la scène, puis on était là, crime. Pourquoi Il me je suis pas semble ici? qu'on serait bonne, là. Ça nous a pas monté à la tête pantoute. Non, pas tout. Bref. Fait que ça, c'est nos Les deux actualités. petites attention whores. Sac. C'est ça, la scène. On a-tu un crime de potin? Oui, on a un crime de potin Oui. cette semaine, il me semble. Ouais, Ah oui! il y a vraiment beaucoup de monde qui nous ont écrit là, par rapport au dernier épisode De sur Kevin les... Sirois. Ouais, sur Kevin Sirois. Ouais. En fait, il y a beaucoup de monde qui connaissait la famille des victimes. Là. Vraiment? On a beaucoup d'auditeurs de Trois-Rivières, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde Ouais. qui les connaissait. Ouais. Puis on a un potin assez crunchy, je dirais, assez intense. Quand même. Il y a 2 personnes qui nous ont écrit pour nous dire que on se rappelle que Kevin. Pardon. On se rappelle que Kevin Mauvaise Sirois, voyelle. il était, ouais, c'est ça, il était interné à l'Institut Pinel. Puis ça aurait l'air que Kevin aurait développé une relation amoureuse avec Une intervenante. une intervenante qui travaillait là-bas pendant qu'il était interné. Comment ça se passait, vous nous direz? Parce que ça a l'air qu'ils ont eu des rapports sexuels et tout. Le soir, entre 11h et minuit, il y a un changement de chiffre. Puis les intervenants qui sont là en attendant le switch, ils sont tout seuls avec les patients pendant 1 heure, de 11h à minuit. Donc, ça a l'air que l'intervenante en question et Kevin, elle allait débarrer sa porte, dans le fond, puis ils se rejoignaient dans la buanderie pour faire ce qu'il y avait à faire. Mm. Et ça a l'air aussi que quand il aurait été transféré,
il y aurait... Attends, je vais relire le... Ça là, il aurait été transféré et ça aurait mal fini parce que l'intervenante était vraiment amoureuse de lui, puis elle y écrivait, puis là, elle a demandé d'être transférée aussi à l'autre endroit où ce qui était. Puis finalement, Kevin, il a appelé à l'autre institut pour dire qu'une intervenante l'harcelait, ça a l'air. Mhm. Et c'est là qu'à ce moment-là, ils ont découvert leur relation. Puis ça a l'air aussi que l'intervenante, elle n'a jamais été congédiée. Elle a juste été transférée dans un centre jeunesse. Drôle d'idée. Écoute, on connaît peut-être pas tous les détails. C'est le crime de potin qu'on a. Il y a 2 personnes qui nous ont écrit pour nous dire ça. C'est quand même assez trash. Quand même. C'est un peu technique église catholique, là. Genre un prêtre qui se fait prendre à coucher avec des petits jeunes, on fait juste le transférer. Ouais. Dans une autre place avec d'autres petits jeunes. Ah ouais, puis ça a l'air qu'elle est partie, la fille, avec une lettre de recommandation et tout, là. Genre, c'est une petite tape sur les doigts, puis on t'envoie avec d'autres, en tout cas. Bref, j'imagine qu'on connaît pas tous les détails, Non. mais c'est le crime de potin qu'on a cette semaine, qui est encore assez Quand même, ouais. juteux. Très juteux. Juteux? Croustillant. C'est pas juteux, le mot. C'est dégueulasse ce que j'ai là. Sorry. OK, bref. Donc, pour la suite, gang. Ouais, tu nous as préparé une Hey, histoire? je raconte une histoire que j'ai écrite fraîchement. J'ai terminé à 6 heures ce matin. Parce que nous, le mardi matin, on est un mardi en ce moment, on a des cours de natation avec nos bébés à 9 h. Puis moi, j'habite à Longueuil. Puis le cours de natation, il est à Montréal. Fait que je me suis levée à 6 h, j'ai fini mon histoire d'écrire ce matin et j'ai couru pour me rendre très en retard au cours de natation. Pas très en retard. Super. Ah non, c'est vrai. T'étais autant en retard que moi qui habite à côté. Oui, c'est vrai. Bon point. Fait que bref, cette histoire-là est fraîchement dans ma tête. Mes sources que je peux citer, j'ai pas réussi. Cette histoire-là est quand même vraiment importante et c'est très surprenant, mais il y a vraiment pas beaucoup d'informations sur les internets à propos de ce cas-là. Donc, j'ai écouté le podcast Canadian True Crime de février dernier. Très bon podcast. Très, très bon Si vous podcast. l'avez pas encore écouté. Ah oui, elle C'est va en vraiment anglais, dans là, les mais- détails. Ouais, elle va vraiment, vraiment dans les détails. Il y a des articles de journaux que j'ai lus ici et là du Vancouver Sun et oh mon Dieu, je ne l'ai pas pris l'autre. En tout cas, une autre presse en Colombie-Britannique parce que ça se passe en Colombie-Britannique. Et je pense que je le nomme un peu plus loin dans mon histoire. En tout cas, bref. Donc, l'histoire va comme suit. En fait, petit prélude, au Canada, il y a 3 fusillades vraiment majeures qui sont arrivées dans l'histoire du Canada à date, OK? Donc, la plus grande fusillade qui s'est passée au Canada jusqu'à maintenant, ça se passe en Nouvelle-Écosse. C'est arrivé en 2020, ça fait vraiment pas longtemps. Ça a fait 22 morts. On va le faire à un moment donné, cet c'est ça. épisode-là. Je vous donne pas plus de détails. La deuxième, c'est la fusillade de l'École polytechnique de Montréal, qui est arrivée en 89 avec la mort de 14 étudiants. Ça aussi, on pourrait faire un épisode Oui, là-dessus. c'est sûr qu'on va le faire à un moment donné. La troisième, c'est celle de la famille Gakal, qui est en Colombie-Britannique, puis c'est celle que je vous raconte aujourd'hui. Oh! Donc, le troisième plus plus grosse fusillade au Canada jusqu'à maintenant. Hey. J'arrête pas de dire jusqu'à maintenant, comme si, genre, la 4e était à venir. On espère pas. Non. On espère que ça va être ça. Bref. That's it. Donc, on est à Vernon, qui est dans la région de l'Okanagan, dans le sud de la Colombie-Britannique. Pardon, j'essaie de me dépêcher. Là, petite parenthèse, c'est une famille indienne, OK? Et il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup de noms de famille, tous indiens. Fait que peut-être que ma prononciation est peut-être pas géniale. Je vais faire de mon mieux. Si jamais je les massacre, vous me direz, là. Ouais. Mais en tout cas, bref. Fait que ne pas juger trop les noms, parce que je les ai jamais lus. En tout cas, bref. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc, la famille Gakal, elle vient de l'État du Pendjab. Le Pendjab, c'est une région du sous-continent indien qui comprend aussi une grande partie de l'est du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde. C'est ça la région. Le village d'où vient la famille Gakal s'appelle Gakal. Oh! Donc, c'était quand même une ouais. famille reconnue là-bas. OK. Les parents, ils s'appellent Karnel et Darshan. Karnel, c'est le papa et Darshan, c'est la maman. Ils se sont mariés dans les années 60 puis ils ont eu 3 filles. Jasbir, Rajwar et Balwinder. OK. Tu vois, c'est là ma prononciation. Tu sais, c'est difficile à prononcer. Au début des années 70, Karnel, donc le papa,
Lui, il se rend compte que ses filles ils pourraient avoir une meilleure éducation s'ils s'en allaient au Canada que dans leur village. Lui, il avait comme pas vraiment reçu une bonne... Oh non! Lui, il avait comme pas reçu vraiment une bonne éducation, fait qu'il aspirait à mieux pour ses filles. Donc, il établit un plan de déménager en Colombie-Britannique, mais tout seul pour commencer, parce qu'il voulait travailler puis ramasser assez d'argent pour acheter une maison puis faire venir sa famille, sa femme puis ses filles, dans le fond. Fait que c'est ça qu'il fait. Donc, en 1970, il part en Colombie-Britannique, plus précisément dans la ville de Vernon, et il se trouve un emploi comme cueilleur de fruits, qui est vraiment populaire comme job. Dans la vallée de Okanagan, il y a beaucoup de fruits. Donc, il travaille vraiment très fort, réussit à économiser assez d'argent pour louer un grand appartement. Donc, 4 ans plus tard, Darshan puis les filles viennent leur joindre à Vernon. Au fil des ans, Darshan a donné naissance à 3 autres enfants, 2 filles, Kalwinder Arvinder, et un garçon, Jaspal. Okay. La famille finit par quitter le duplex dans lequel ils habitaient, là, c'est un appartement, puis ils réussissent à acheter une maison dans le quartier de Mission Hill, toujours à Vernon. Donc là, les enfants, ils sont tous à l'école, ils ont beaucoup de succès dans leurs études, ce qui rend Carnel et Darshan vraiment très fiers parce que c'est la raison pour laquelle ils sont déménagés au Canada. Et là, leur fille aînée, Jasbir, elle arrive à l'âge de se marier. Donc, ses parents lui arrangent un mariage. Les Gakal, ils vivaient selon les traditions sikhs, donc en organisant des mariages pour leurs enfants adultes. Là, faut pas penser aux préjugés envers les mariages arrangés, OK? Un mariage arrangé moderne, c'est vraiment différent. Les familles, en fait, ils cherchent un partenaire pour leur enfant adulte en vérifiant plusieurs critères comme les valeurs familiales, la classe sociale, l'identité culturelle et les ressources financières. Puis après ça, ils les présentent les futurs mariés à l'un à l'autre et le jeune couple et leur famille ils apprennent à se connaître. Puis après ça, le couple, il décide s'ils veulent se marier ou non. Oui, ils ont le droit de dire non. Exactement. Ils ont le droit de refuser. Donc, Jasbir, elle a été jumelée avec Baljit Saran, qui se faisait appeler Roger. son nom canadien, c'est Roger. C'est ça. Eux autres se sont mariés à la fin des années 80, puis ils ont déménagé à Abbotsford. C'est à peu près à 4 heures de Vernon, où la famille Gakan était. Donc, Jasbir, elle, a travaillé auprès des femmes ayant survécu à de la violence conjugale. Et ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu des jumelles, Justine et Brittany, et Courtney 2 ans plus tard. Donc, ils ont 3 filles. Donc, eux autres, c'est un mariage arrangé très réussi. Ensuite, vient le tour de Rajwar, leur deuxième fille aînée, 24 ans, qui, elle, était hygiéniste dentaire. Puis là, c'est son tour de se marier. Donc, ses parents font la même chose. Ils font des recherches et ils lui présentent Mark Chahal, un comptable agréé de 28 ans, qui semblait être un bon fit avec Rajwar. Mark est aussi né, un petit peu une histoire similaire, il est aussi né dans un village du Pendjab, puis il a grandi au Canada. Il est né sous le nom de Sukhwinder, mais il a décidé qu'il n'aimait comme pas ce nom-là, fait que dans sa vingtaine, il l'a changé pour Mark. Donc, le couple tombe en amour, finit finalement par se marier. Il se marie au temple sikh d'Okanagan en avril 1994. Le temple sikh d'Okanagan, la famille Gakal, ils ont aidé à le mettre sur pied puis le fonder. Donc, c'est comme un endroit important pour eux autres. Mark il habitait, lui, dans un appartement à Burnaby, qui est un peu proche de Vancouver. Fait que le couple, après s'être marié, déménage là-bas. Mark il avait aussi un immeuble à logement là-bas qui lui rapportait vraiment beaucoup d'argent. Selon le podcast de Canadian True Crime, a dit qu'il aurait mis 300 000 dans le mariage et que, apparemment, le Rajwar aurait mis 100 000 de ses poches. Plus que les parents ont mis. Fait que ça coûte cher un mariage indien. C'était intense. Oui, c'est genre une célébration de plusieurs jours. Je m'y connais vraiment pas là-dedans, là, mais de ce qu'elle disait dans le podcast, c'est une célébration de plusieurs jours, puis il y a de l'argent là-dedans. Là. Ah, ça doit être nice. Ah ouais, tu peux avoir genre 1000 invités, puis non, c'est vraiment intense. OK, là arrive le bout un petit peu plus plate. Malheureusement, Rajwar, elle se rend vraiment très vite compte que le Mark qu'elle avait épousé, il avait une face un peu cachée. Très, très cachée. Quand je te dis qu'elle s'en est vite rendue compte, le soir même de leur mariage, pour une raison X, Mark il aurait pété les plombs. Puis il aurait battu Rajwar en la traitant de pute. Hein? Ouais. Le soir même de leur mariage. Ouais.
Ça a pris 2 secondes. Ouais, c'est ça. C'est genre... Dès que c'est fait, c'est genre switch. Ouais, il y a quelque chose qui a switché dans sa tête, ce gars-là. Donc, Rajoir, elle se sentait vraiment horrible après ce qui venait de se passer, mais leur famille venait d'investir tellement d'argent dans le mariage qu'elle a comme décidé de rien dire. Oh my God. Mais malheureusement, c'était le début de la fin. Donc, c'est qui travaille avec les femmes? C'est sa sœur, sa grande sœur Jasbir. Okay. C'est pas Rajoir. Donc, selon un article du Vancouver Sun, Marc aurait battu, frappé, étranglé et agressé sexuellement Rajoir pendant toute la durée de leur mariage. Oh my God. Marc était tellement contrôlant et possessif qu'elle avait même pas le droit de parler aux étrangers. Elle pouvait même pas répondre au téléphone. Des fois, ça a l'air, selon le podcast, qu'il la testait, genre, il partait de la maison puis il appelait à la maison pour voir si elle allait répondre. Puis j'imagine si elle répondait, ça devait passer par là. Heureusement, le mariage il a juste duré 8 mois. OK. Désolée. Tu fais pas de dos, poulette? Donc, c'est ça. Le mariage a juste duré 8 mois. Rajoir, elle a fini par déposer une plainte contre Marc à la GRC de Burnaby. Mais elle voulait juste que la plainte soit on file. Elle voulait pas qu'il fasse quoi que ce soit. Ouais, fait qu'elle apporte pas... elle apporte plainte... Elle apporte pas plainte. Okay. Elle va... comme leur mentionner qu'il y a ça qui arrive pour que ce soit dans les dossiers si jamais ça empire. Mais elle veut pas le provoquer, fait qu'elle leur demande de rien faire. Okay. C'est juste on file. Donc, à Noël 94, de la même année, Rajoir en a assez, puis là, elle prend ses affaires, puis elle s'en va chez sa grande sœur Jasbir, parce que c'est elle qui s'occupe, c'est sa job de s'occuper des femmes. Puis c'est sa grande sœur. Puis c'est sa grande sœur aussi. Fait qu'elle s'en va à Abbotsford, là où elle habite. Puis quelques jours plus tard, elle s'en va finalement chez ses parents à Vernon, qui la supportent vraiment là-dedans. Ils sont comme déçus de ce qui arrive, mais ils supportent leur fille. Ben oui. Un peu plus tard, elle laisse passer les fêtes, le 5 janvier 95. Elle dépose une autre plainte contre Marc Rajoir. Mais encore une fois, elle demande à la police de rien faire. Donc, après ça, Rajoir, 4 jours plus tard, a fini par demander le divorce. Donc, la GRC, à ce moment-là, parce qu'elle a demandé le divorce, il ferme le dossier de plainte. Ah ouais? Hein? Pour une raison qui nous échappe. Là, mais OK. Ouais, c'est ça. Rendu là, Marc, il est en beau joie le vert, on va se le dire. Fait que lui, il dit à sa famille que c'est la famille de Rajoir, les Gakal, qui essayent de l'humilier, lui et toute sa famille au complet. T'sais, il inclut tout le monde là-dedans. Là. Les Chahal, la famille de Marc, eux, ils commencent à être inquiets un peu du comportement de Marc. Ils suggèrent de consulter ce que Marc il fait, mais juste pour 2 séances. Okay. Après ça, il ne retourne plus. Puis il s'est fait prescrire des antidépresseurs un peu après. On ne sait pas s'il les prenait, on ne sait pas il les a pris pendant combien de temps, mais bref. En mars 95, donc 2 mois plus tard, Marc, il quitte son emploi, puis là, il commence à obséder avec la famille Gakal. Il appelle régulièrement chez eux, puis il menace pas juste son ex-femme, c'est encore sa femme à ce moment-là. Ouais. Il menace tout le monde de sa famille, peu importe qui répond, il les menace. Okay. Fait important à savoir aussi, Marc, il s'intéressait vraiment beaucoup aux armes à feu. Oh! Une passion inquiétante dans son cas. C'est vraiment fou. En tout cas, je vais t'expliquer, mais il avait un permis qu'il avait obtenu avant son mariage avec Rajoir qui lui permettait de posséder des armes puis de les utiliser. Okay. Il y avait une arme semi-automatique de calibre 40. Puis ça, c'est une arme à usage restreint. Il y a juste, à l'époque, là, il y avait juste les agents de sécurité, les policiers, les collectionneurs d'armes puis les membres de clubs de tir qui pouvaient les avoir. OK. Et là, tu vas me demander, mais pourquoi Marc? Dans quelle catégorie? Il était membre du Barnett Rifle Club à Burnaby. OK. Donc, vu qu'il était membre dans un club de tir, il avait le droit parce que il possédait des armes pour se pratiquer à la cible. Seulement. C'est la raison pour laquelle il possédait des armes. J'imagine que vous me voyez venir. Fait que là, les menaces continuent. Rajoir a fait une autre plainte auprès de la GRC, mais là, enfin, elle leur donne le feu vert pour contacter Marc. Okay. Puis les policiers, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils contactent Marc puis ils disent « Hey, tu peux-tu arrêter les menaces téléphoniques? » Et lui, Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ben non, je les ai jamais appelés. » L'enquête s'arrête là. No joke. Là, on est déjà un peu frustrés. C'est empire. Oui.
Au mois de juin, donc 3 mois plus tard, Marc a demandé un deuxième permis de port d'armes à autorisation restreinte. Qu'est-ce qui se passe? La GRC l'approuve. Malgré toutes les plaintes, ils savent qu'il y a des plaintes faites par Rajoir, sa femme. Oui. Il approuve le permis. Et là, au même moment, Marc il apprend que la petite sœur de Rajoir, Balwinder, elle prévoit se marier en avril de l'année suivante. Donc là, on est en juin 95. Elle prévoit se marier en avril 96. Leur procès, eux autres, de divorce de Marc et Rajoir, il est prévu pour mai 96. Donc, un mois après le mariage de Balwinder. Donc là, Marc est profondément vexé que la famille Gacal célèbre un mariage comme un mois avant que le sien tombe à l'eau. Tu sais, lui, ça le frustre au plus haut point. Donc, il décide de faire des recherches pour essayer de trouver c'était qui le futur époux de Balwinder, la petite qui allait se marier. Okay. Il finit par le trouver. Il s'appelle G. Tender. C'est un ingénieur torontois de 23 ans. Donc, fidèle à lui-même, Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son numéro de téléphone, puis il l'appelle. Puis là, c'est ça, il commence à l'harceler. Comme bienvenue dans la famille! Exactement. Oui. Donc là, Marc, il dit à G. Tender, il essaie de le convaincre que les Gacal, c'est la pire famille, puis qu'il devrait annuler le mariage. Carrément. Okay. Pendant ce temps-là, Marc continue de faire des appels menaçants aux Gacal. Et là, il commence à menacer Rajoir. D'habitude, c'est des menaces quand même sans... pas trop importantes. On ne sait pas de quoi il les menaçait. Mais là, il commence à menacer Rajoir qu'elle va mourir. Okay. Carrément. Ça commence à être inquiétant. Oui, vraiment. Fait que là, Rajoir, elle en a vraiment assez. Puis elle s'en va à la GRC. Et là, cette fois-ci, elle fait une déclaration de 8 pages de long. Okay. Puis elle rapporte vraiment tous les comportements. Dans cette déclaration de 8 pages-là, elle dit... Et je cite, elle dit « Je suis terrifiée par lui et je suis très inquiète pour ma sécurité. Je suis aussi préoccupée par la sécurité des membres de ma famille. Marc m'a menacé plusieurs fois et ma famille aussi. Il a également fait des menaces de mort à ma sœur. » C'est assez clair. C'est assez clair, merci. Malheureusement, les circonstances du moment quand elle est allée faire cette déclaration-là, la policière à qui elle avait parlé en janvier lors de ses autres plaintes était en vacances. Donc là, la déclaration, elle a été lue par personne, puis elle a été classée immédiatement. Puis quand la policière en question, à qui elle avait parlé au départ, est revenue de vacances, il n'y a personne qui a dit « Et la femme qui a déjà fait une déclaration avec toi est venue faire une déclaration de 8 pages. » Ben voyons. Il n'y a personne qui a dit. Donc, il n'y a aucune enquête qui est menée. Donc, ça reste comme ça, encore une fois. Cette histoire-là est vraiment frustrante. C'est vraiment fâchant. Donc, une semaine avant le mariage de Balwinder, on est en avril 96, Marc, il achète un chargeur de 10 balles pour son revolver semi-automatique, puis il s'en va pratiquer au Barnett Rifle Club, le club dont il est membre. Le 4 avril, il se rend avec ses armes à l'aéroport de Kelowna, environ 30 minutes de Vernon. Okay. Puis, il stationne sa voiture à l'aéroport. Okay. Puis là, il loue une minivan verte forêt. OK. Très important, la couleur. Ouais. Il conduit ensuite jusqu'à Vernon, puis il loue une chambre pour 2 nuits au Globe Motel en payant en cash, puis il loue la chambre sous le nom de Monsieur Singh. S-I-N-H-G. Comme j'admette le chef du... Oui, c'est vrai. Donc, on est le soir du vendredi 5 avril. Et c'est là que, c'est ce soir-là, que les célébrations du mariage de Balwinder étaient censées commencer. Okay. Donc là, tout le monde, on l'a dit, les mariages, ce mariage-là, c'était un mariage avec beaucoup d'invités. Donc, toutes les familles, il y avait de la famille de l'Inde qui venait. Donc, la maison des Gacal, tout le monde était chez les Gacal. Et ils ont 6 enfants. Donc, tout le monde est en préparation chez les Gacal. Vers 10h30 du matin à peu près, Carnel, le papa, il est en train de laver sa voiture dans son entrée parce qu'il fallait qu'il amène sa fille qui allait se marier jusqu'au temple sikh d'Okanagan, d'où elle allait se marier. Et là, une voiture approche et se stationne devant la maison. Une minivan verte forêt. Voilà. Minivan verte. Sort de la minivan notre cher Marc avec, dans sa main droite, une arme semi-automatique de calibre 40 et, dans sa main gauche, un revolver de calibre 30. Le gars est armé jusqu'aux dents. Ouais. Carnel, il n'a même pas le temps de réagir.
boum, Marc, il tire directement dans le visage. Il tue sur le coup. Puis là, Marc, il continue à avancer, il tire dans une fenêtre de la maison, Hey. puis il rentre dans la maison. Le carnage commence. OK? C'est pas Oh beau my ce qui s'en God. vient. La première personne que Marc croise, c'est sa femme, qui est encore sa femme à ce moment-là, Rajoie. Tire dessus direct, d'un coup. Aïe, aïe. Après ça, sa maman, Darshan, elle est apeurée. Elle essaie de courir, elle essaie de s'enfuir pour aller se protéger parce qu'elle sait que ses enfants sont dans l'autre pièce d'à côté. Fait qu'elle essaie d'aller les chercher. Elle reçoit une balle dans le dos puis une à la tête. Ça a l'air qu'on l'aurait retrouvé agenouillé, comme debout. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment triste. Mm. Après ça, Marc continue sa... Aucune pitié. Lui, il rentre dans une pièce, il tire sur absolument tout le monde qu'il voit, donc tous les enfants restants. Oh my Il tire God. sur Jaspal, le petit garçon de 14 ans, Arvinder, 17 ans, Kalwinder, 21 ans, et Balwinder, celle qui allait se marier, 24 ans. Oh my God. One shot. Ensuite, Marc, il rentre dans une autre pièce. Il voit Jasbir, la fille aînée, avec ses 3 filles, son mari Roger et la mère de Roger qui était là aussi. Il tire sur Jasbir, puis sur Roger, puis il tire sur la grand-mère, Oh my devant les 3 cocottes. Là. God. Mhm. En tirant sur Roger, ça a l'air qu'il y a une balle qui aurait traversé les 2 cuisses de la petite Justine, 6 ans. Mm. Et les 2 autres sœurs, Brittany puis Courtney, heureusement, elles s'en sont sorties indemnes, mais traumatisées, on s'entend. OK. Et qu'il n'a pas tiré sur les petites directement dans le fond. Mais quand même. Sa folie s'arrêtait là, au moins. Ben oui. Brittany puis Courtney avaient 8 ans. Bref. Avec là, satisfait de son carnage, Marc il sort de la maison. Il se dirige calmement vers sa voiture, ça a l'air selon les dires des voisins, puis il quitte les lieux. Selon des reportages et des articles, il y a 3 des membres de la famille qui avaient encore un pouls à l'arrivée de la GRC, mais sont décédés quelques minutes plus tard. Les policiers ont trouvé les 3 fillettes toujours en vie, mais en total état de choc, avec les 2 parents puis leur grand-mère qui gisaient devant Oh elle. my God. Quelle horreur. Roger il est encore en vie à ce moment-là, mais à peine. Mhm. Et il avait reçu plusieurs balles dans la poitrine, mais il est encore lucide alors quand la GRC est Ah arrivée. ouais. Fait Il a pu qu'il dire c'était qui? il aurait pu dire, ouais, c'est Marc qui est responsable de tout ça. Donc, ça, ce qui est une bonne chose. Ouais. La mère de Roger, la grand-maman, elle avait reçu une balle au visage, mais elle a survécu. Ah ouais. Elle a réussi à s'enfuir par le balcon, ça a l'air. OK. Donc, elle a survécu. Vu que Roger avait eu le temps de dénoncer Marc avant de décéder, la GRC, elle n'a pas eu de difficulté à le retrouver, en fait. Ouais. Ils ont reçu un appel un peu quelques minutes après ça, quand c'est arrivé, comme de quoi il y avait un coup de feu au Motel Globe, là où Marc était. Ouais. C'était à 3 km de la maison des Gacal. Donc, il arrive sur les lieux et là, il constate que Marc s'est enlevé la vie dans sa chambre d'hôtel vers 11 heures à peu près. Donc, tout ça s'est passé en Tout de suite après, en fait. une demi-heure gros max. Ouais. Marc, il avait laissé une note écrite à la main vraiment rapido qui disait... Là, on se dit, il va confesser les meurtres. Non, pas en tout. Non. C'était écrit, j'ai loué une minivan à l'aéroport, les clés sont dans mes poches, je m'excuse à ma famille. Pourquoi Voilà. ce détail-là? Je sais pas. Pourquoi c'était important de dire qu'il y avait loué une minivan? Je sais pas. Puis en plus, tu sais, vu que ça a écrit à la main rapido, ça veut dire... C'était pas prévu. Sûrement qu'il a fait, je veux pas être chargé sur ma carte de crédit. Un retard de location. Eh voyons. Là, il va être en état de choc, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que, c'est pas très logique, là. Fait que, tu sais, quand tu vois la note, j'imagine les policiers ils devaient se dire, crime, OK, on va avoir une raison, on va avoir... Ouais. Non, juste... Donc là, Jatinder, le futur époux qui était censé épouser Balwinder ce soir-là. La journée de ton mariage. Oh my God. Ça, lui, il reçoit la tragique nouvelle. Non seulement que son mariage est annulé, mais que et sa femme et toute sa famille sont décédés. Donc là, toutes les centaines d'invités qui étaient en route vers le mariage, eux autres, ils se sont quand même rendus. Ouais. Puis là, cette soirée-là, au temple sikh de Kanagan, où on était censé célébrer le mariage, ben là, c'était un lieu de recueillement plutôt que de célébration. Ce qui est extrêmement triste. Tu t'en vas, tu es bien habillé, là.
Ouais. Tu sais, genre, t'es habillé, tu sais, les mariages indiens, c'est coloré, tu sais, t'es full décoré et Mais tout, oui. puis tu t'en vas quasiment en défilant. En tout cas, ça me fait capoter. J'ai des frissons. Oui. Donc là, après ça, les trois petites filles orphelines de Jasbir et Roger sont parties vivre chez de la famille à Vernon. Puis, elles ont fini par retourner vivre dans leur maison à Botsford avec leur grand-père et Leur quand leur grand-mère. grand-mère elle a récupéré, elle est allée vivre avec eux. Donc ça, c'est quand même... Ils ont pu retrouver leur maison. Ils ont quand même pu retrouver un semblant-ish de vie normale. Là. Ouais. Ouais, au moins, il y avait les Je grands-parents. pense pas que tu te remets d'une tragédie comme ça. Bref. Donc là, je t'ai fait une liste des 3 choses les plus frustrantes à propos de cette histoire-là. Oui. Tu sais, trois choses qui auraient pu facilement faire éviter ce drame-là, qui est quand même assez important. Donc, le premier, la possession d'armes à feu. What the fuck? Comment Marc a pu obtenir si facilement des permis et pourquoi la GRC les a approuvés malgré les plaintes au dossier de sa violence femme? conjugale puis de menaces de mort. Ça, c'est vraiment frustrant. Ouais. Selon la GRC, ils se sont expliqués un peu, parce que les plaintes étaient dans le dossier, mais que Rajoir ne voulait jamais vraiment accuser Marc. Elle portait plainte, mais elle l'accusait pas. Ouais. Ça changeait comme rien dans le dossier de demande de permis d'armes. Ouais, il faut comme que ça soit allé en cours. C'est ça. Ça laisse une trace, en fond. Exact. Ouais. Aussi, Marc, il n'avait pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit dans son dossier personnel, donc il ne pouvait pas lui refuser. La GRC a aussi mentionné que Marc a... Ça, c'est vraiment calme. Marc a déclaré dans le formulaire qu'il voulait des armes à feu pour du tir sur cible et de chasse seulement. Fait que dans le fond, c'est parce qu'il n'a pas rempli le formulaire en disant « J'aimerais me venger de ma femme et tuer toute sa famille. » Oui. C'est ça que tu es en train de me dire? Oh my God. Je vous dis, je suis un peu en... Fait choquant numéro 2 qui aurait pu éviter ce drame. Toutes les plaintes faites par Rajoir. Ben oui. On va se dire. Il y avait... vous écouterez le podcast de Canadian True Crime de février dernier, elle explique comme un peu plus l'histoire par rapport à ce que je vais vous dire. Mais en fait, il y avait une nouvelle politique au BC adoptée en 1993 sur la violence faite aux femmes en relation conjugale. Selon cette politique-là, les autorités étaient obligées de mener une enquête complète dans tous les cas qui ressemblaient à de la violence conjugale, même si ils pensaient que ça ne mènera pas à des poursuites et même si la victime leur demande de rien faire ou coopère pas. Puis là, ils l'ont pas fait. Fait que très, très, très frustrant. T'sais, sachant ça, les plaintes de Rajoir, il aurait dû être enquêté. Oui. Il n'y en a pas, il y en a qu'une. Mais là, surtout l'affaire que la policière était en vacances, mais c'est comme... Pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pris son dossier? Écoute, c'est horrible. C'est mon autre point après. Mais même si elle avait demandé de rien faire, dans ce cas-là, dû à cette politique-là qui avait été adoptée 2 ans plus tôt, c'est nouveau, là, ça vient, tu sais. Fait que là, pour sa défense, la GRC, elle aurait dû déclarer, et je cite, « Quel genre de force de police serions-nous si nous ne respections pas les souhaits des plaignants? » Tu sais? En tout cas, ça, je vous laisse ruminer là-dessus parce que moi, j'en aurais long à dire. Mon point numéro 3, justement, la déclaration de 8 pages faite par Rajoir 2 mois avant la fusillade. Sa déclaration, elle a été classée sans être lue. C'est juste après que le massacre soit arrivé qu'il y a un policier qui a fait des recherches qui l'a retrouvé. On n'a jamais su pourquoi la déclaration elle a été classée aussi rapidement, mais on sait que toutes les plaintes, dont cette déclaration-là faite par Rajoir, il était classé un peu pêle-mêle dans 3 dossiers différents. OK. Puis, il y a même certains dossiers qui manquaient des informations. Et là, à la suite que ça a été découvert, là, la GRC a admis qu'il l'avait échappé. Là. Bon. Au moins. Au moins. Il y a aussi un psychologue légiste de l'Université de la Colombie-Britannique à l'époque qui s'appelait Don Dutton, qui était expert en violence familiale, violence conjugale, et il a été engagé pour faire l'évaluation psychologique de la relation entre Marc et Rajoir. Et lui, il a confirmé que la GRC avait tort sur toute la ligne. Il a déclaré que, je l'aime vraiment ce gars-là, il a déclaré que la police elle aurait dû enquêter sur Marc dès le début, en janvier 1995, immédiatement après quand ils se sont séparés.
Ça aurait permis à Marc d'entrer dans un programme de gestion de colère mandaté par le tribunal, ce qui aurait évité tout ça. Le psychologue a aussi rejeté l'argument de la GRC selon lequel leur intervention aurait aggravé la situation. Parce que, c'est ça, il disait ça, la GRC. Et aussi par rapport au respect de la décision de Rajoir qui souhaitait que personne n'intervienne. Il disait, what the fuck. Et il a dit, je cite, « Si on suit la conclusion logique de cet argument, on n'aurait pas de système de justice pénale parce qu'on voudrait surtout pas que les gens soient en colère parce qu'ils sont accusés. » Oui, c'est ça, ça a comme pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est la GRC, c'est comme, ouais, mais la fille, elle voulait pas. Faut la respecter. Puis en plus, ça aurait vraiment aggravé la situation parce que ça aurait frustré Marc encore plus. C'est ça leur raison. Come on. Voyons. Et pour ajouter à toute cette frustration-là, ça a l'air que la GRC aurait publié une déclaration stipulant que le massacre était typique de la culture indienne. Quoi? Ouais. Hein? Il y a un porte-parole de la plus grande organisation sikh du Canada qui a déclaré au Times que les actions de Marc étaient vraiment pas représentatives de la communauté sikh et qui faisaient juste renforcer la stigmatisation des Asiatiques. Il a déclaré que si on enlève l'étiquette culturelle, ce qui est totalement vrai, il s'agit juste d'une tragédie familiale, point. Oui, ça n'a pas rapport... Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils viennent de l'Inde. Non. Le procureur... Ça n'a pas de bon sens qu'elle dit ça. Ah non, c'était capoté. Je crois pas. Genre. Faudrait lire le... J'ai lu, en tout cas, la déclaration. Ils le disent pas clairement comme ça, mais c'est extrêmement sous-entendu. Ah ouais. Extrêmement sous-entendu. C'est ridicule. Oh my God. Le procureur général de la Colombie-Britannique, à l'époque, qui était lui-même un Sikh originaire de l'État du Pendjab, ce qui est bien tombé. Et lui, il s'est dit extrêmement déçu par le récit selon lequel la violence était fondée sur la culture. Il a aussi annoncé que la GRC allait revoir la façon dont il traite les plaintes dans le contexte de la politique sur la violence envers les femmes dans les relations. La politique qui a été établie en 1993, qui a été zéro respectée. Pour terminer sur une bonne note, il y a des choses quand même, il y a un peu de bon qui est ressorti malheureusement de cette tragédie-là. C'est plate qu'on ait dû avoir ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées après par rapport à cette tragédie-là. L'Association canadienne des hygiénistes dentaires, parce que Rajoir faisait partie, était hygiéniste dentaire, eux, ils ont lancé une pétition qui demandait au Parlement d'adopter une loi qui interdit le port d'armes aux personnes qui ont une plainte de violence conjugale faite envers eux qui date de moins d'1 an. Fait que ça, c'est quand même vraiment bon. Ensuite, le jury a demandé que la GRC mette à jour ses procédures de traitement de dossiers de violence conjugale, notamment en élargissant la définition de la violence contre les femmes dans les relations pour pas juste la femme, mais l'étendre à sa famille immédiate aussi. Vu que Marc, lui, dans son cas, il voulait se venger de sa femme, mais aussi de toute sa famille au complet, parce que selon lui, il voulait l'humilier, lui et sa famille. Donc, lui, ça s'étendait vraiment à toute sa famille à lui et toute sa famille à elle. Le jury a aussi recommandé le suivi plus sévère des menaces faites aux victimes, ce qui est déjà bon, et aussi l'affectation de toutes les plaintes connexes au même enquêteur. Donc, il y a juste une personne qui va s'occuper d'un dossier. Et aussi, ils ont recommandé la limitation des permis d'armes à feu à une seule arme par personne. Ça devrait être ça depuis toujours. Oui, ça serait bien. Aussi, à la fin de 1996, tous les détachements de la GRC ils ont affecté un agent responsable de tous les dossiers de violence conjugale. Donc, s'il y a quelqu'un, tous les dossiers de violence conjugale vont à cette personne-là pour chaque détachement de la GRC. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça ne s'éparpille pas. Et finalement, en 1998, il y a des nouvelles lois fédérales sur les armes à feu qui sont entrées en vigueur, précisant que les conjoints ou les ex-conjoints, ils doivent être informés si une personne demande un permis de port d'armes. Donc, si toi, ton ex demande un gun, tu vas être informé. Puis aussi, le demandeur, à partir de maintenant, doit absolument fournir 2 références. Comme de quoi cette personne-là est saine d'esprit puis qu'elle elle serait capable de gérer d'avoir une arme à feu chez elle. Donc ça, c'est le bon, pour finir sur une note un peu plus positive. Oui, c'est ça. Au moins, ça excuse rien, mais on a avancé à cause de ça. Donc voilà, c'était l'histoire de la famille Gacal. Hey! Fait qu'il y a combien de morts en tout, dans le fond? 7. 7? Ouais. Aïe, aïe.
Mais c'est 7 membres de la même famille. C'est ça, tu sais, genre la famille existe Ah oui, plus. dont là. 2 C'est blessés. fou, là. Puis... Ah non, c'est ridicule. Là. Eh? C'est ridicule, cette histoire. Ça me fait capoter. Puis c'est pas la première histoire qu'on raconte qui aurait pu être évitée à Mhm. vraiment plusieurs niveaux. Mhm. Ouais, là, ils l'ont vraiment échappé. Là. Ah, de A à Z. Ouais. La femme est allée faire des plaintes après plainte après plainte. Mhm. Même si elle dit qu'elle veut rien faire. Mm. Fais-le pareil. Puis, tu sais, il y a une loi, il y a une Ah politique oui. qui a été établie 2 ans plus tôt par rapport à ça. En tout cas, ça Puis me sa fait- dernière plainte, elle n'a pas dit de rien faire. Là, elle était comme go. Ouais, là, elle était là, tu sais. vous pouvez le contacter. Puis les C'est autres, ça. qu'est-ce qu'ils font? Ils l'appellent, c'est comme, hey, buddy, arrête. Puis il est comme, non, J'ai jamais fait ça. appris. Puis ils sont comme, OK. En tout cas, bref, c'est ridicule. Donc, c'était très frustrant à écrire. Vraiment. Voilà. Eh, puis je la connaissais pas. Non? Non. Tu viens de me dire que tu t'es clenché tous les épisodes de... De Canadian True Crime. Puis, ben, clairement, ça, là, j'ai dû le skipper. Ça tombe bien, comme Ça ça, je la tombe bien. connaissais pas. Mais c'est fou parce que le nombre de recherches que j'ai faites, il y a vraiment pas beaucoup d'informations. Il y a quelques articles que j'ai lus, mais il y en a vraiment pas beaucoup C'est surprenant. sur cette histoire-là. Puis c'est le 3e plus gros massacre au Canada. Ben ouais. En tout cas, c'est capoté. Bref. Donc, voici, c'est ça l'histoire de cette semaine. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter dans 2 semaines? Oui. Oui? Un gros cas, là. Parce que c'est notre épisode 2 ans. Fait que Oh, c'est j'en ai pris vrai! un qui était très en demande. Ah, mais je le sais de voir c'est Ben qui. oui. On le dit-tu? Non, on le Non, garde c'est secret. Secret. C'est un des cas Très demandé. les plus connus au Québec Ouais. aussi. Ouais. Qui nous a été suggéré et suggéré et suggéré Ouais. et suggéré. Vous demandez, nous livrons. Voilà. Et voilà. Et merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés à notre Patreon. Oui. Hey, on merci. On a reçu une tonne d'amour, puis de messages, puis Oui. d'abonnements. C'est débile, on vous aime. Vraiment. Merci. Merci 1000 fois. énormément. Donc, Les contenus exclusifs s'en viennent. Oui, ça en vient. Le premier va sortir fin octobre. Fait Oui. qu'il va en avoir un par mois, un épisode bonus par mois, Ouais. dans le fond. Puis éventuellement, on va faire aussi... on va sortir plus d'affaires que ça, là. On va vous en donner plus. Ouais, on va vous en donner. Ah, Puis, les crimes de potins, là, il y en a en ouais. tas. Puis il y en a beaucoup qui ont nous écrit de pas trop en parler et tout. Fait que je pense que avec la mini-communauté Patreon, je pense qu'on pourrait peut-être partager quelques petites informations. Ouais. Mais pas Toujours rien anonyme, de là, confidentiel mais là, et toujours anonyme. Mm. Mais on respecte toujours vos souhaits. Il y en a beaucoup qui nous écrivent de demander anonyme. C'est comme les personnes qui nous ont écrit par rapport à Kevin Sirois, eux autres. T'sais. Ouais. C'est comme... dites pas que je vous l'ai dit. Ouais, c'est ça. Fait que non, on respecte toujours le choix. L'anonymat. Oui. Donc, merci vraiment beaucoup. Et il n'est pas trop tard pour vous abonner à notre Ben oui, Patreon. c'est là. ça. Vous Il y a pouvez vous abonner pour le contenu exclusif. oui, contenu exclusif Et- et accès aux épisodes plus tôt En avance, pour 10 par mois. Sinon, pour 5 par mois, vous avez accès aux épisodes plus tôt. Et si vous voulez juste nous encourager pour 2 et recevoir notre amour éternel, c'est possible aussi. Oui, notre amour éternel. Et aussi, on a d'autres annonces Ouais. big qui s'en viennent. Soyez à l'écoute Oui. la prochaine fois. On est excités. Ouais. Fait que voilà, notre prochain épisode, on fête nos 2 ans Ouais. de True Crime. Ouais, c'est du True Crime canadien. Ouais, d'être trop. Et avec notre gros cas. Et après ça, c'est le spécial Halloween. Oui, spécial Halloween. N'oubliez pas, si vous voulez nous envoyer des histoires, Oui, faites-le. Des histoires pour l'Halloween. On va en lire. oui. Ah, ça va être le fun. Oui. Fait que continuez à nous encourager. Merci beaucoup. Puis à nous écrire. On vous adore. Puis on se voit dans 2 semaines. Oui. À la bine prochaine. Bye! Bye!